J'ai l'impression que tout le monde est arrivé, donc je vais vous proposer de commencer. Donc on vous remercie de nous rejoindre pour cette table ronde de la start-up à la scale-up. Donc on va avoir la chance d'avoir 4 intervenants qui vont nous partager leur expérience, leur point de vue sur justement ce sujet du passage d'échelle qui, vous l'avez compris, on l'a abordé à plusieurs reprises, à un fort enjeu au sein de la filière. Donc pour préciser par rapport à la présentation qui a été faite par Marion, donc on va avoir Pierre-Emmanuel Berceget qui est cofondateur de WeHelp. On va aussi avoir le partage d'expérience de François Cluzel, qui est maître de conférence au laboratoire génie industriel de Centrale Supélec et qui est fondateur associé de Hybride. Également Romain Gano, qui est responsable du département initiative sociale de AG2R La Mondiale. Et Paul Labo, qui est chef de projet prospective et innovation chez Eneal, groupe Action Logement. Donc très rapidement, vous l'avez compris, Silver Valley à travailler sur le dispositif Scale-up Lab. Et donc, Titouan va vous présenter un petit peu plus en détail ce que c'est que le Scale-up Lab. Donc, pour bien repréciser, Titouan est chargé de projet innovation et ingénieur Scale-up Lab. Donc, ces derniers mois, Titouan a fait beaucoup de Scale-up Lab et donc, c'est vraiment le référent sur ce sujet. Donc, suite à ce premier temps d'introduction, donc Titouan donnera la parole à nos 4 experts pour pouvoir avoir leur approche, leur ressenti, leur intérêt par rapport à des grandes questions structurantes et aidantes sur le passage à l'échelle. Et puis ensuite, on aménagera un temps de questions-réponses. Donc vous pouvez bien sûr au fil de cette table ronde poser vos questions dans l'espace conversation, et puis pendant le temps de fin, on les fera remonter et on partagera sur les éléments qui seraient à préciser ou à étayer davantage en fonction des réponses et des échanges qu'il y aura eu. Titouan, je te laisse la parole. Merci Lucille pour cette introduction et merci à nos prestigieux intervenants donc, de venir nous partager leur expérience et leur expertise ce soir. Donc on va commencer par se plonger rapidement dans le Scale-up Lab. Qu'est-ce que c'est? Donc c'est une méthodologie d'évaluation qui permet d'évaluer les capacités d'une startup à développer sa solution à grande échelle. Alors dans quelle configuration on s'inscrit dans le Scale-up Lab? C'est lorsque un investisseur, tel qu'il soit, ça peut être un grand groupe, une institution ou plus classiquement un fonds d'investissement qui souhaite statuer sur justement un investissement dans une start-up, donc un investissement massif dans une start-up. Nous, on lui permet d'attester la viabilité de cette start-up sur le long terme. Et donc, cela passe notamment par une connaissance et une maîtrise des risques et une limitation des risques au travers du Scale-up Lab. Quand on parle d'investissement, on parle évidemment d'investissement financier, mais on peut également imaginer toute forme de ressources mises en œuvre par l'investisseur pour la start-up. Donc évidemment, le but à terme, c'est de déployer des services innovants et des produits innovants qui répondent massivement aux besoins des seniors. Donc je pense qu'on a traité beaucoup ce sujet durant la plénière. Alors, comment marche le Scale-up Lab? Lucille, on peut peut-être passer à la slide suivante, s'il te plaît. Parfait, merci beaucoup. Alors, c'est un audit sur 5 thèmes, donc les 5 thèmes qui vous sont présentés à l'écran. La réponse de la solution à un problème défini, donc la réponse de la startup à un problème qu'elle a elle-même identifié. L'environnement global autour de la startup, la robustesse de la structure, où là, on va notamment s'intéresser aux compétences de l'équipe, si l'équipe réunit et les porteurs, les entrepreneurs réunissent les compétences très importantes pour le développement de leur projet. Les capacités de mise à l'échelle, où là, on va s'intéresser particulièrement à l'ingénierie et la conception de la solution. Et enfin, comme on le disait, c'est un dispositif qui permet de limiter les risques. Donc, on a mis au point un vrai modèle mathématique de gestion des risques. À ces 5 thèmes d'audit, on associe 27 critères d'évaluation.
auxquels on compte autant d'outils opérationnels qui sont mis à la disposition des entrepreneurs pour structurer leurs projets. Nous, ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment que ce soit bénéfique pour l'entrepreneur. Notre but, c'était pas que justement que ces porteurs de projets, entre guillemets, répondent à un énième, doivent remplir un énième dossier, mais que ces outils soient opérationnels et qu'ils puissent les retranscrire pour eux structurer et poursuivre le développement de leur entreprise. Donc, cet audit, il s'inscrit dans un processus rigoureux qu'on a mis au point. Donc, en amont du Scale-up Lab, donc vraiment de la mise à l'épreuve, on a les deux diagnostics. Donc, ces deux diagnostics dont Nicolas a parlé, donc l'autodiagnostic en ligne qui est disponible à tous, mais aussi un diagnostic un peu plus approfondi de l'entreprise, mais qui n'est pas la vraie mise à l'épreuve du Scale-up Lab. Donc voilà, pendant 12 semaines, on met à l'épreuve les entreprises. Notre but, c'est voilà, qu'elles soient mises à rude épreuve. On va faire ce que nous, on appelle des stress tests. On va éprouver la résilience des entreprises face à des situations critiques pour elles. Ensuite, on va faire du coup une analyse du potentiel. Nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit rationnel, que le potentiel il soit mesurable. Et ensuite, on va construire des recommandations pour la poursuite du développement du projet et l'instauration donc d'une relation saine et durable entre l'investisseur et la startup. Et enfin, Silver Valley propose également de suivre cette mise en œuvre des recommandations et la suivi du développement entre ces deux parties prenantes pendant les 6 mois suivant la mise à l'épreuve du Scale-up Lab. Mais voilà cette petite introduction au Scale-up Lab. Nous allons sans plus attendre passer à la première question. Alors, la première question, elle est adressée à Monsieur François Cluzel, donc comme Lucille l'a dit, qui est membre qui est maître de conférence et membre du laboratoire génie industriel à Centrale Supélec, mais qui est donc un expert en innovation et en conception et méthodologie d'innovation. Monsieur François Cluzel, quels sont pour vous les outils à disposition des entrepreneurs pour piloter le développement de leur offre de valeur? Oui, très bien. Vous m'entendez, c'est bon? Tout à fait, on vous entend. Très bien. Merci Titouan. Effectivement, c'est une très bonne question. La réponse la plus simple, c'est qu'il y en a beaucoup. Là, on est dans une table ronde qui s'appelle de la startup à la scale-up. Finalement, on peut se mettre ici dans un contexte où, une fois que votre startup existe, elle a mis en gros un premier produit sur le marché et se pose la question de ce fameux passage à l'échelle avec un certain nombre de difficultés, de challenges qui se posent à ce moment-là. Donc, en gros, le but, et ce que vient d'expliquer Titouan, c'est qu'il va falloir renforcer la robustesse de votre offre de valeur, de son organisation, voire même de son équipe. En gros, tout mettre en œuvre pour prouver que votre projet mérite ce passage à l'échelle et que des investisseurs font le bon choix en misant sur vous. Moi, avec mon regard de chercheur en ingénierie, en management de l'innovation, on est amené à manipuler, à développer, à améliorer un certain nombre d'outils et de méthodes pour piloter cette offre de valeur. Donc finalement, le premier message que je peux donner ici, c'est une bonne nouvelle, c'est qu'il existe des méthodes et des outils pour structurer une telle démarche d'innovation et pour piloter cette création de valeur, pour s'assurer que son idée a une vraie valeur. Et finalement, dans le domaine de la silver economy, on va souvent l'associer, et c'est primordial, c'était un des critères évoqués par Titouan, à la notion d'utilité. Est-ce qu'on répond à un problème qui est bien défini? Donc, du coup, l'utilité, c'est finalement qu'est-ce que mon projet il apporte à la société? Est-ce qu'il va permettre de résoudre de vrais problèmes, des douleurs, des manques chez les seniors, dans leur entourage, chez leurs aidants? Donc, c'est pour nous, en fait, le principal critère, c'est celui qui va vraiment permettre d'avérer la création de valeur. C'est donc à la fois répondre à des besoins avérés, mais aussi parfois, et c'est d'autant plus innovant, à des problèmes qui ne sont pas conscients, qui ne sont pas avérés, donc qui ne sont pas encore des besoins. Alors cette notion d'utilité, elle est juste primordiale au départ pour lancer son projet, mais elle l'est vraiment tout autant lors du passage à l'échelle, à ce moment où finalement l'offre de valeur, elle va être amenée à évoluer probablement, à trouver de nouveaux marchés. En gros, on va être amené à passer de l'utilité sur une petite échelle, un petit marché, à une utilité plus globale. Peut-être il va falloir différencier son offre de valeur selon différents profils d'utilisateurs, différents marchés, etc. Donc bien sûr, l'utilité, c'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. Le projet doit forcément être viable et trouver sa place sur un marché. Du coup, nous, on considère aussi dans nos approches d'autres critères, et notamment celui de la nouveauté. Donc finalement, est-ce que mon projet, mon produit se démarque de la concurrence? Qu'est-ce qu'il apporte de nouveau?
Est-ce qu'il attaque un marché saturé où il y a déjà pas mal de solutions qui sont un peu toutes identiques? Ce qu'on compare souvent dans une méthode qui s'appelle stratégie océan bleu à un océan rouge, où en fait on a des requins qui se mangent entre eux et le marché est saturé. Ou au contraire, est-ce que je m'attaque avec un autre point de vue, un nouvel angle d'attaque, voire un nouveau marché? Est-ce que je m'attaque à un nouveau marché? Ça va être cette notion d'océan bleu, c'est-à-dire que je vais être tout seul dans mon océan bleu et les concurrents ne sont pas encore là. Donc ça, c'est une approche assez connue, une bonne méthode pour structurer son offre de valeur, qui s'appelle stratégie océan bleu. Un troisième critère auquel on peut penser après l'utilité et la nouveauté, c'est la profitabilité. Alors ici, on parle à la fois de profitabilité pour l'entreprise. Bien sûr, il faut que cette entreprise puisse vivre. Typiquement, c'est même un sujet assez important au moment du scale-up, puisque l'entreprise doit vivre à terme sans les différentes aides publiques, par exemple, qu'elle a pu recevoir, mais qui ne seront pas éternelles. Donc c'est un des gros enjeux du passage à l'échelle, typiquement. Mais aussi, c'est la profitabilité pour les bénéficiaires de l'offre de valeur, pour vos clients, pour ceux qui vont, pour les bénéficiaires directs ou indirects de cette offre de valeur. Par exemple, pour des seniors, c'est est-ce que mon offre de valeur va permettre d'améliorer un problème pour eux ou de le résoudre, mais par exemple tout en limitant des coûts pour la société. Et puis on peut aborder des profitabilités qui ne sont pas forcément économiques aussi, par exemple de plus en plus sociales et environnementales. Et puis enfin, un dernier critère, alors qui semble évident en premier abord, mais des fois on s'aperçoit que ce n'est pas toujours le cas, c'est la preuve de concept ou la faisabilité, que ce soit une faisabilité technique ou économique. Donc est-ce que mon projet fonctionne, est-ce que mon produit fonctionne dans les situations d'usage attendues et pour le public, pour les utilisateurs que j'ai prévus. Donc finalement, pour nous, ces 4 critères, ils sont vraiment très efficaces pour piloter une offre de valeur et on les retrouve en fait dans de nombreuses méthodes. De nombreux outils qui sont à disposition des entrepreneurs pour piloter cette offre de valeur. Alors, par exemple, on peut penser à une méthode qu'on développe, nous, depuis une dizaine d'années à Centrale Supélec, qui s'appelle Radical Innovation Design, qu'on enseigne, qu'on applique avec de nombreux partenaires industriels et qui fait même l'objet d'une startup qu'on a créée qui s'appelle Hybrid. C'est ces 4 critères qui sont au cœur de la grille d'évaluation des projets de la Bourse Charles Foix, que certains d'entre vous connaissent bien, j'imagine, qui est le dispositif de Silver Valley pour aller détecter et accompagner des pépites dans le domaine de la silver economy. Dans cette grille, ils ont également été complétés par la notion de désirabilité, et qui là vient plutôt d'une autre approche qui est le design thinking. C'est est-ce que mon offre est attractive, est-ce qu'elle donne envie à mes clients, est-ce qu'elle n'est pas typiquement stigmatisante pour eux. Et finalement, ces critères aussi, on les retrouve au cœur du nouveau Scale-up Lab que Titouan a évoqué. Et c'est typiquement ces critères qu'on va utiliser encore une fois pour éprouver l'offre de valeur au travers de différents stress tests. Donc un point vraiment clé, c'est de mettre à jour ce qu'on appelle nous des poches de valeur, c'est-à-dire un croisement d'utilisateurs qui ont des problèmes ou des manques dans certaines situations d'usage, et ces problèmes ne sont mal résolus par les produits du marché. Et finalement, une poche de valeur, ça va être quand finalement on a avéré ce manque et qu'il n'y a pas grand monde qui y répond aujourd'hui. Donc ça va être un endroit où clairement on va avoir de la marge pour innover. Donc finalement, alors à Centrale Supélec, mais même dans toutes les autres universités partenaires de Silver Valley, on croit fortement dans ce type de méthode, et puis à Silver Valley aussi, ça fait des années qu'on collabore avec Silver Valley, on croit fortement dans ce type de méthode pour accompagner les porteurs de projets. Alors bien sûr, il en existe d'autres des méthodes, hein. J'ai déjà cité le design thinking, Radical Innovation Design, stratégie océan bleu. On peut penser à d'autres méthodes, hein, comme TRIS, qui est une méthode de créativité qui va considérer en fait qu'un problème, sur certains aspects de TRIS, qu'un problème a déjà été traité par le passé, que ce soit dans d'autres contextes, dans d'autres secteurs, sur d'autres produits. Et donc, va se baser par exemple, sur une analyse d'un grand nombre de brevets pour proposer des solutions techniques. On peut penser bien sûr à un outil qui est très très connu dans tous les milieux maintenant, qui est le business model Canvas, qui permet de vraiment structurer un business model pour autant que l'offre de valeur soit construite de manière robuste et donc qui est en fait tout à fait complémentaire avec d'autres approches que je viens d'évoquer. Puis il y en a encore d'autres, hein, comme Lean Startup, comme la théorie CK, etc. Donc finalement, peut-être pour conclure mon propos, le message que j'aurais, c'est qu'il existe beaucoup de méthodes pour piloter cette création de valeur. Et finalement, l'intérêt d'un start-upper ou d'une entreprise, ça va être d'aller trouver là où les méthodes qui sont les plus adaptées à son cas, parce que forcément, ces méthodes ont des approches différentes. Il faut un peu oublier le fantasme de l'inventeur dans son garage qui crée un super truc. Alors, ça existe des fois, mais c'est très très rare. Et finalement, utiliser ce type d'approche ou d'outil, ça va vraiment aider à la création de valeur. Et donc finalement, comment vous pouvez accéder à ce type de démarche? C'est
Enfin, en collaborant, en allant se former, en profitant notamment de tout ce que Silver Valley permet, je pense, hein, je dis ça aussi avec ma casquette de membre du conseil d'administration de Silver Valley. Je pense notamment par exemple à l'Open Lab de Silver Valley, qui est un outil vraiment rêvé pour aller tester l'utilité et la pertinence de son projet. Donc bah voilà, je vais m'arrêter là, mais voilà, je peux répondre aussi à toutes vos questions si vous le souhaitez. Merci beaucoup François. On va très rapidement donner Merci pour cet exposé, c'était passionnant François. On va tout de suite donner la parole à Pierre-Emmanuel Berceget qui doit rapidement nous quitter à la suite, qui a un impératif. Donc Pierre-Emmanuel, si vous voulez prendre la parole rapidement, elle est à vous. Très bien. Je vais juste citer la question. Donc vous êtes un entrepreneur aguerri. Vous avez réussi à développer massivement une solution donc avec WeHelp qui est maintenant largement développée et implantée sur le territoire. Donc voilà, quels sont les écueils que vous avez pu rencontrer lors du développement à grande échelle de votre projet? J'imagine que ce n'était pas un long fleuve tranquille. Exactement. Alors nous, on est vraiment typiquement dans les problématiques de la scale-up. Je peux vous donner un ordre de grandeur. Donc, on est lauréat de la bourse Charles Foy 2016. Donc, en juin 2016, on a eu la bourse Charles Foy et à ce moment-là, on était 2 associés, une salariée. On n'avait pas encore notre agrément, on n'avait pas nos premiers clients. On avait juste une quinzaine de belles slides à présenter à un jury d'experts qu'on trouvait que c'était pas trop mal ce qu'on racontait. Et après, il a fallu mettre tout ça en place. Donc, mettre en place passer d'une belle idée sur le papier à exécuter correctement tout ça. Objectivement, les premiers clients sont déjà durs à avoir. La confrontation de son idée et de ses premières pistes au marché est loin d'être facile, mais passer de réussir à mettre en place sur quelques clients, quelques bénéficiaires, quelques intervenants, quelques accompagnements, où on fait de l'aide à domicile pour personnes âgées dépendantes, passer de quelques accompagnements à des centaines d'accompagnements, puis des milliers d'accompagnements, est un changement d'échelle qui est extrêmement complexe. Pourquoi c'est un changement d'échelle? Parce que c'est plus du tout le même métier. Au début, métier, globalement, c'est un métier tout bête et tout simple qui est du coup de faire des slides et de réfléchir à une idée. Et ensuite, il faut passer du coup de l'idée à l'exécution. Et l'exécution, c'est pas du tout le même métier. Il faut apprendre à manager, il faut apprendre à recruter, il faut valider, il faut se maintenir ce qu'on va dire les unit economics qu'on avait prouvé sur le papier et qui étaient théoriquement très bien prouvés dans des Excel, les prouver sur quelques unités et ensuite les prouver sur de beaucoup plus grandes unités et enfin les prouver à très grande échelle. Les prouver d'abord sur une ville, puis les prouver après sur 2 villes, puis sur 10 villes, puis sur 20 villes. Et tout ça est extrêmement complexe parce qu'en fait, suivant plus votre vitesse d'accélération et plus votre croissance est forte, plus la moindre erreur d'appréciation en fait est amplifiée et peut vous emmener dans le mur. Donc du coup, il y a une extrême complexité qui est du coup de piloter le déploiement à extrême vitesse, mais sans savoir exactement quelle route vous êtes en train de prendre et où est-ce que vous allez. Et du coup, piloter une scale-up à grande vitesse, c'est extrêmement complexe parce que vous êtes en permanence en train de jongler entre le pilotage à court terme et essayer de bien prendre le virage tout en étant sûr d'être sur la bonne route. Donc, c'est vraiment, c'est une activité assez risquée, dirons-nous. Mais il y a quelques prérequis pour faire en sorte que ça se passe bien. Et le premier prérequis, c'est l'équipe. C'est impossible de scaler son activité, d'être dans des activités en hyper-croissance si vous n'êtes pas entouré d'une superbe équipe. Globalement, qui fait le projet? Globalement, c'est les gens qui vous entourent. Et du coup, la qualité des premiers recrutements, la qualité des gens qui vous entourent, la qualité de l'équipe au sens large est le premier driver de succès d'une scale-up. Et je vais enchaîner pour conclure sur le conseil principal que je donnerais aux entrepreneurs qui veulent se lancer, qui veulent essayer de faire passer leur start-up de la phase de l'idée à la phase d'accélération et ensuite potentiellement un jour de la scale-up, c'est de bien s'entourer. C'est un conseil qu'on m'a donné dès les premiers jours. On devient la somme des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Donc finalement, les 5 personnes avec qui vous allez le plus bosser au quotidien, vous allez devenir la moyenne de ces gens-là. Donc si ces gens-là sont plutôt moyens, il y a de grandes chances que vous fassiez quelque chose de plutôt moyen. Si vous entourez de gens meilleurs que vous sur les dimensions pour lesquelles vous les recrutez, vous allez devenir bien meilleur. Et vous ne pouvez pas réussir sans être entouré vraiment de personnes hyper fortes sur ce pourquoi vous les recrutez. Sinon, c'est impossible de passer de la startup à la scale-up.
Voilà pour mon intervention assez rapide et très pragmatique. Merci beaucoup Pierre-Emmanuel Verseget. On vous souhaite une excellente soirée. Merci pour cette intervention De rien, j'espère que c'était et une utile. très très bonne continuation. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Alors, sans plus attendre, nous allons donner la parole à Monsieur Romain Gano, qui représente Agile La Mondiale et responsable du département initiative sociale. Monsieur Romain Gano, vous êtes, on peut dire, un expert opérationnel de l'entrepreneuriat. Vous accompagnez poste pour son premier bain estival présidentiel, ou lorsqu'il dévale les pistes, la maîtrise est là, lui qui tient à conduire lui-même sa voiture lorsqu'il... Oui, donc je disais, vous êtes un expert opérationnel de l'entrepreneuriat. Vous accompagnez au quotidien une multitude de projets. Donc, vous êtes au plus près avec AJ2R des entrepreneurs. Donc, pouvez-vous nous faire part de votre expérience et nous dire pourquoi les grands groupes et les grands groupes comme AJ2R ont davantage besoin de scale-up que de start-up? Merci Monsieur Titouan. Gano, merci. Non, merci. En tant qu'acteur de la protection sociale, il y a 3 contraintes pour nous à prendre en compte. La première, c'est la maturité de l'offre. La deuxième, c'est la robustesse du porteur de projet. Et la troisième, c'est la capacité à servir nos clients. Et je rappelle qu'un groupe comme le nôtre a quasi 5 millions de clients retraités, 10 millions de clients actifs et 500 000 entreprises clientes. Par maturité de l'offre, j'entends une offre testée par des seniors, ayant fait sa preuve de l'appétence du marché et des seniors. Par robustesse, je parle, comme tu l'as dit tout à l'heure, du board de l'entreprise, de sa solidité financière, de sa capacité à trouver du financement externe. Par capacité à servir le client, je pense principalement aux nombreuses sollicitations qu'on reçoit, tous les acteurs de la protection sociale, la CNAV, c'est pareil, d'autres groupes aussi, par des entrepreneurs ayant peu ou pas fait de preuve de concept et nous proposons une solution pour tous nos assurés. Ce n'est pas une caricature de dire aujourd'hui qu'il y a des entrepreneurs qui reviennent vers nous et qui ont testé leur concept sur 10 retraités qui ont un modèle économique qui tient à peine la route quand il existe et qui nous disent grâce à moi, vous allez pouvoir simplifier la vie de vos clients. Aujourd'hui, même si nous prévoyons des montées en charge progressives des prestations pour nos clients, c'est aussi de notre responsabilité sociétale de nous assurer de ne pas rendre nos prestataires dépendants par nos volumes de prestations. Et donc, ça nécessite que ces prestataires-là aient une taille critique ou que du moins ils puissent adapter leur taille critique avec l'évolution de notre commande publique ou de notre commande de prestation. Ça nécessite aussi que nous puissions les accompagner, s'ils n'ont pas cette taille critique, à grandir via les dispositifs de Lab AG2R La Mondiale ou les dispositifs partenaires comme Vivalab en lien avec la CNAV, la Caisse des dépôts ou France Active. Aujourd'hui, par exemple, AG2R La Mondiale a un dispositif d'accélération et on va s'appuyer sur les outils du Scale-up Lab. Et cette accélération est à la fois une accélération interne dans la prise de décision, mais aussi une accélération externe où on les met en relation avec d'autres prestataires, d'autres partenaires qui peuvent les aider à grandir, voire même à trouver du marché et de la prestation. Je pense d'ailleurs que cette notion de prestation de service est bien plus vertueuse aujourd'hui que le renouvellement incessant des budgets d'expérimentation et qu'elle permet aux entreprises d'accéder à des outils bancaires et rassure les investisseurs. Ce qui aide une entreprise à passer à l'échelle, c'est de sortir de ce cercle de l'expérimentation, de ce POC à droite à gauche, mais bien de trouver des prestations de services croissantes qui après vont permettre de lever des fonds. Enfin, et pour finir, je pense que ce passage à l'échelle est nécessaire pour les grands groupes, mais pour les startups elles-mêmes. Car si les plans de relance qui ont été annoncés se traduisent bien par de forts investissements dans le secteur de la silver economy deviendra encore plus attractif pour les grands groupes qui sont organisés aujourd'hui pour gagner des marchés. La question de la scalabilité sera donc celle et surtout celle de la pérennité des startups de la silver economy. Merci Titouan. Merci beaucoup, Monsieur Romain Gano. Je rajoute pour conclure que Monsieur Romain Gano a également apporté son expertise pour la construction du Scale-up Lab et on le remercie encore. Donc avec AJ2R et lui personnellement a apporté ses compétences car il est, comme je l'ai dit, au plus près des entrepreneurs tout au long de l'année. On va passer à la prochaine question qui est pour qu'on puisse revoir la présentation de Lucille, qui est pour Monsieur Paul Labo, donc qui est également un expert du développement de projets d'innovation. Je ne vois plus la présentation, mais bon, c'est pas grave, je connais la question. Monsieur Paul Labo, vous au sein de NL, vous avez des processus extrêmement structurés, extrêmement rodés, performants, efficaces pour permettre au projet de se développer. Vous,
vous passez donc en partie par une démarche d'expérimentation. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce sujet? Et donc, en quoi cette démarche d'expérimentation, elle est complémentaire avec une démarche d'attestation de la viabilité des projets, comme peut le faire le Scale-up Lab? Monsieur Paul Labot, nous vous écoutons. Parfait, merci Titouan. Oui, bonjour à toutes et à tous. Peut-être juste un élément de contexte qui permettra de mieux comprendre peut-être mon intervention par rapport à Eneal. Donc en fait, Eneal a été créé dans le cadre du plan d'investissement volontaire par le groupe Action Logement. Et donc notre mission est de soutenir le secteur médico-social non lucratif et de développer une offre adaptée et modernisée au service du bien vivre des résidents. Qu'en fait demain, aujourd'hui, c'est juste qu'on se lance là, en ce moment. Donc demain, nous serons en quelque sorte l'interface entre des gestionnaires d'établissements médico-sociaux et le groupe Action Logement. Et en fait, si on souhaite proposer des solutions innovantes à nos gestionnaires, on va avoir un énorme enjeu de minimisation des risques. Et c'est à mon avis l'un des principaux objectifs d'une expérimentation terrain. Donc à mon sens, la validation par le terrain est le passage un peu obligé avant de poursuivre les discussions avec une start-up qui propose une solution innovante. Et pour moi, en fait, elle permet à chaque partie prenante de se découvrir, de se connaître, d'évaluer l'engagement de chacun, la philosophie de chaque intervenant, sans même parler de la pertinence du produit ou du service proposé, en fait. Et la solution peut être géniale, mais si le feeling ne passe pas entre les parties prenantes, donc la start-up et le potentiel grand groupe qui est en face, on aura forcément des blocages, des incompréhensions qui nuiront au développement du projet. Donc, j'ai parlé un peu de minimisation des risques et de relations entre les parties prenantes, mais il y a bien évidemment donc, la qualité du test et des différents acteurs qui est à prendre en compte. Et ça peut paraître un peu bête, mais on a souvent des tests terrain qui sont surdimensionnés par rapport au but recherché, par exemple, mettre en place des questionnaires à rallonge que personne ne complétera pour aboutir à des conclusions que l'on aurait pu obtenir avec une simple observation d'une heure ou deux en établissement. Et ça n'a pas vraiment de sens. À l'inverse, réaliser une expérimentation sans point de sortie clair, sans critères de suivi et sans avoir défini le rôle de chacun, c'est une perte de temps. Qu'en fait, il y a une sorte d'équilibre à trouver et parfois, en fait, on n'a juste pas les compétences en interne pour trouver cet équilibre-là et pour analyser les résultats d'une expérimentation. Et que ce soit du côté de la start-up, ou du côté de l'entreprise ou du grand groupe, même si voilà, le secteur est de plus en plus mature, mais on n'est pas toujours tous des experts de l'expérimentation, justement. Donc tout ça pour vous dire que mener une expérimentation demande un savoir-faire, une méthodologie, un cadre, et sinon, enfin, juste on perd notre temps pour les startups et pour les entreprises donneurs d'ordre. Et donc aujourd'hui, comme je le disais, la plupart des acteurs Silver Eco sont capables de mener des expérimentations pour valider ou non la pertinence d'une solution, mais on est encore un peu court, à mon sens, pour obtenir un avis vraiment complet, précis, sur un potentiel déploiement à l'échelle nationale. Et je pense que c'est là où le Scale-up Lab, en tout cas, prend tout son sens. C'est un peu le dernier étage de la fusée, en quelque sorte. Et ce qui me semble pertinent, en fait, aujourd'hui, et c'est là où je reviens un peu plus sur mon témoignage et mon expérience pro, je pense qu'en fait, ce qui est intéressant aujourd'hui, ce serait donc la mise en place d'expérimentations plus légères à gérer, donc plus courtes, plus simples, que l'on puisse gérer en interne, être un peu plus agile, donc qui permettent d'avoir une première évaluation de la pertinence de la solution, en gros, est-ce qu'elle répond bien à un besoin ou pas, et d'évaluer un peu la bonne entente avec la startup. Et dès lors que l'on a besoin d'éliminer le maximum de risques, que l'on réfléchit à un déploiement plus large, en fait, les critères d'évaluation et les compétences requises ne sont plus les mêmes.
Donc, si on a ces compétences-là en interne, tant mieux, mais parfois, on ne les a pas forcément. Et donc, parfois, quand on a un groupe derrière nous, et potentiellement de lourds investissements à avancer, ben, on va avoir besoin d'un cachet, d'un tampon, un gros pavé avec plein de chiffres, et pour rassurer le groupe sur la viabilité de la solution. Et donc, c'est là où je trouve que le dispositif du Scale-up Lab, ou un dispositif comme le Scale-up Lab, peut apporter le niveau d'expertise et de réassurance suffisant pour avoir ce tampon, se valider, pour ensuite rassurer les différents acteurs et pouvoir se lancer un peu plus sereinement. Voilà ce que je pouvais dire en quelques mots. Merci, Monsieur Paul Labo. Merci pour cet exposé. On voit bien qu'il y a énormément de synergies qui peuvent se créer entre donc les Silver Valley et donc des groupes, des grands groupes comme Enea, Groupe Action Logement et AJ2R. Donc voilà, les démarches, les expertises sont complémentaires. C'est très 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 intéressant. On va passer à la dernière question. Là, c'est une question qui n'est pas dirigée seulement à l'un d'entre vous, à l'un des experts, mais c'est une question qui s'adresse à l'ensemble des experts. Quel conseil vous pourriez donner aux entrepreneurs pour réussir le développement de leur projet? La question est assez vaste, donc je vais donner la parole dans l'ordre où on a posé au départ la question. Monsieur François Cluzel, si vous voulez vous exprimer sur la question. Oui, merci Titouan. En fait, je vais reprendre les messages que j'avais préparés sont assez proches de certains des autres intervenants, donc ça tombe bien. Mais j'ai bien aimé notamment le message de Pierre-Emmanuel, c'est ça son prénom, avant qu'il nous quitte tout à l'heure, sur finalement bien s'entourer, de construire un écosystème riche. Alors moi, le premier message que je veux donner, c'est vraiment, alors ça c'est mon regard de chercheur et de scientifique, mais c'est d'adopter, tant que faire se peut, une démarche scientifique et vraiment d'aller chercher les preuves de sa création de valeur, ce que trop peu d'entrepreneurs font encore aujourd'hui. Je pense qu'on voit encore trop de startups dont l'utilité du projet n'est pas forcément avérée. Ce qui rejoint aussi certains propos qu'on vient juste d'entendre. Et donc, nous, les conseils qu'on donne aussi, c'est de passer vraiment suffisamment de temps pour poser le problème, investiguer les vrais problèmes avant de foncer tête baissée dans une solution. Et le deuxième, je dirais, c'est vraiment justement construire cet écosystème riche, ne pas rester seul. C'est d'aller chercher des collaborations, d'aller chercher des conseils pour maturer, pour avérer son offre de valeur. Et donc vraiment de se mettre dans ce qu'on appelle une optique d'innovation ouverte, quoi. Et je pense que Silver Valley est totalement dans cette optique-là et sert globalement à ça, clairement. Ne pas hésiter aussi à aller se former si besoin, hein, et à se rapprocher de partenaires académiques, universitaires. On a beaucoup de choses à faire avec des étudiants aussi. Donc il y a pas mal de possibilités offertes. Je ne parle pas que pour mon établissement, mais pour tous les établissements universitaires. Je pense qu'ils sont souvent ravis de collaborer sur ces sujets et qui peuvent vraiment apporter beaucoup de choses, notamment à des startups qui ont peu de moyens aussi. Merci beaucoup, François. Romain, si vous voulez prendre la parole sur ce sujet. Oui, alors ça ne va pas être très différent de ce que dit François. Moi, je veux dire, se rappeler que les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Et donc, ça veut dire que bien savoir s'entourer et s'entourer des bonnes personnes. Le deuxième conseil, c'est comment je dirais, c'est de s'appuyer sur des faits. Alors, François a dit la preuve, moi j'ai dit des faits, du factuel. Il y a trop de dossiers vides. Et dans le dossier vide, moi j'aime avoir la preuve de marché, la preuve d'appétence du marché, la preuve d'utilisation. Mais voilà, de l'élément factuel. Et le troisième conseil, alors ça va peut-être paraître bateau, mais c'est faire du chiffre d'affaires. Et quand je dis faire du chiffre d'affaires, c'est ne pas se contenter des subventions qu'on a levées, de différentes expérimentations. Moi, je suis rassuré aujourd'hui quand je vois une entreprise qui vient nous voir et qui, au lieu de demander une subvention comme on peut le faire dans le monde de la protection sociale, vient nous demander du chiffre d'affaires, de la prestation de services et nous montre qu'elles ont déjà développé une activité économique. Il y a quand même trop de startups dont on voit des dossiers, les entreprises ont 2-3 ans, elles ont des revenus, mais elles n'ont pas 1 euro de chiffre d'affaires. Voilà, c'est important. Mais les deux conseils qui ont été donnés par François sont primordiaux, de savoir bien s'entourer et de travailler et d'avoir des éléments de preuve solides dans le dossier. Merci beaucoup, Romain. En effet, ce que vous soulignez est extrêmement important. C'est-à-dire que
le chiffre généré par l'entreprise doit être le fruit de l'exploitation et de la création de richesse de l'entreprise et non pas le fruit de subventions. C'est extrêmement important, extrêmement pertinent ce que vous dites. Monsieur Paul Labo, peut-être vous voulez rebondir également sur ce sujet, on vous écoute. Ouais, je vais peut-être compléter, pardon, les premiers éléments qui ont été avancés, et en particulier sur l'aspect preuve fait. En fait, il y a quand même un paquet d'études cliniques, de recherches en tout genre, dans tous les domaines, qui ont été réalisées en France ou à l'étranger, des recherches souvent assez théoriques. Et en fait, on se retrouve aujourd'hui avec des startups qui parfois n'ont pas fait la démarche d'aller se renseigner, donc même pas forcément d'aller rencontrer ces différents acteurs, mais ne serait-ce que d'avoir accès à toute la documentation qui est présente, et donc faire cette démarche. Et si jamais un jour même pouvoir rencontrer des experts de tel ou tel secteur, potentiellement, en fait, c'est juste des mois de développement que vous économiserez. C'est potentiellement une caution un peu scientifique supplémentaire qui, derrière, vous ouvrira des portes, que ce soit des portes de potentiels financeurs, mais aussi des portes d'autres experts, d'autres chercheurs. Et ça permet comme ça d'aller plus loin et surtout d'aller beaucoup plus vite. Un autre élément sur l'écosystème qui est primordial, mais aujourd'hui, on voit que la filière se structure. On est bien là aujourd'hui. Et en fait, je pense que parfois, certains entrepreneurs, certaines startups pourraient avoir un intérêt à échanger soit avec des entreprises, des anciennes startups qui commencent à bien fonctionner. Là, on a eu le témoignage de WeHelp, c'est parfait, et je pense qu'il faut continuer dans cette direction-là. Et je pense que certaines propositions, certaines startups peuvent également faire des propositions communes. C'est ce qu'on a un peu vu pendant la crise sanitaire ces derniers mois. Et je pense que c'est des voies à poursuivre, pardon, et à creuser. Et puis, peut-être un conseil, mais qui n'en est pas vraiment un, et je pense que je ne vais pas vous apprendre grand-chose, mais il faut garder en tête la différence de temporalité entre les potentiels grands groupes qui seront vos clients et votre vie de start-up. En fait, il faut être assez solide, faut être prêt à encaisser cette différence de rythme. Parfois, vous allez passer des mois sans qu'il se passe grand-chose, et pourtant les premiers échanges étaient particulièrement encourageants. Et puis ensuite, d'un coup, tout va s'accélérer, et puis il faudra produire, se déployer sur toute une région, voire tout le territoire français en quelques mois. Où vous allez passer par la moulinette des achats, par exemple. Donc voilà, je pense qu'il faut être assez solide et résilient sur cet aspect-là. Et puis je finirai par un dernier point, et je pense qu'il faut arrêter de partir du principe que les grands groupes ont des millions à dépenser sur ces sujets. Ça peut paraître cynique de dire ça comme ça, mais en fait, il y a une réalité terrain qui est que les grands groupes, donc potentiellement vos cibles ou vos potentiels clients, en fait, sont hyper sollicités. Donc, dans le flot de projets que l'on voit passer chaque année, on est obligé de prioriser, on est obligé de se focaliser sur certaines startups, sur certaines solutions. Et donc, forcément, on va se diriger plus facilement vers une startup qui a, comme l'a dit Romain par exemple tout à l'heure, qui a déjà fait ses preuves, qui a déjà elle-même fait la démarche d'une expérimentation, et qui même pourra, je sais pas, par exemple, proposer déjà un test, une expérimentation déjà tout bien ficelée qu'elle pourrait réaliser avec le groupe avec lequel elle veut échanger. Donc voilà, c'était les différents éléments. J'espère pas avoir fait trop de redites, mais voilà ce que je pouvais dire. Non, merci monsieur Labo. C'est vrai que là, c'est extrêmement important de souligner cette différence de temporalité entre les startups et les grands groupes. Aussi, c'est parfois cette sursollicitation des grands groupes par les startups. Donc voilà, l'idée, nous aussi, qu'on a chez Silver Valley,
c'est justement de réussir à flécher les startups les plus pertinentes vers ces grands groupes et éviter justement ces phénomènes de sursollicitation. Donc évidemment, c'est extrêmement pertinent. Je crois que monsieur Romain Gano voulait également reprendre la parole. On vous écoute. Oui, merci Titouan. Déjà, arrête de m'appeler monsieur pour la suite. On va se côtoyer assez. Non, Paul a dit quelque chose d'extrêmement intéressant. J'aimerais rebondir dessus quand il disait faites des propositions communes. Alors, c'est adopter la stratégie des PME en Allemagne, ce que j'appelle moi de chasser en meute. Le marché de la silver economy a comme une particularité qu'il faut vraiment prendre en compte. C'est le coût d'acquisition client est très élevé. Aujourd'hui, un coût d'acquisition client sur de la cible retraitée en B2C est extrêmement élevé dans le marché. Il est peut-être plus qu'ailleurs. Et donc, il y a bien à avoir en tête ces difficultés, le modèle économique, les coûts d'acquisition client élevés. Et des fois, se rapprocher des grands groupes, pas forcément comme des financeurs, et Paul l'a dit, nous sommes sursollicités et nous devons faire des choix, mais se rapprocher aussi des grands groupes pour, par exemple, tisser des partenariats de distribution ou de mise en relation. Voilà, c'est sortir. Voilà, donc, c'est deux conseils en plus que je donnerais, c'est avoir vraiment une vision objective de son coût d'acquisition client. Et la deuxième, c'est ça, quand on pense grands groupes, ne pas penser que financeurs, mais penser aussi distributeurs et mise en réseau. Ouais, merci Romain. Allez-y, Paul. Ouais. J'ai passé quelques années chez un acteur privé, opérateur d'établissements médico-sociaux, et c'est exactement ce que disait Romain. C'est que bien souvent, on était sollicité pour financer des tests, alors qu'en fait, si le porteur de projet ou si la start-up nous avait juste proposé d'avoir potentiellement un canal de commercialisation, en gros, je pense que la barrière à l'entrée aurait été beaucoup moins haute à passer. Donc voilà, c'est juste pour dire que je partage à 100% ce qui vient d'être dit, et je pense qu'on peut aussi faire preuve d'innovation, pour le coup, dans nos types de relations et d'échanges entre start-up et grands groupes, justement pour encaisser cette différence de temporalité et de développement entre les deux types de structures. Merci beaucoup. Merci pour ces exposés, ces remarques. C'est extrêmement pertinent. Est-ce que l'un d'entre vous va encore ajouter quelque chose? On peut passer à la partie d'échange, questions-réponses. Très bien. Bah, écoutez, si on va passer à la partie d'échange. On a seulement une question pour l'instant auquel je pourrais répondre. Donc, c'était une question de Adrien qui est porteur de projet. Adrien, qui est le cofondateur de Allo Louis. Adrien, donc nous, comme on l'a imaginé, l'épreuve du scale-up s'adresse à des entreprises qui sont sur le point ou qui ont déjà levé des fonds. On va dire en série A et qui ont, enfin, évidemment, la configuration n'est pas figée, mais qui ont déjà potentiellement levé en série A ou auprès de Business Angel certains fonds, qui est déjà une équipe qui soit construite, bien qu'on n'ait pas de critères, véritablement de critères figés, rationnels d'éligibilité. Néanmoins, comme nous, à Silver Valley, on suit les entrepreneurs toute l'année, on peut identifier lesquels sont éligibles au scale-up, c'est-à-dire que voilà, il y en a qui se démarquent plus que les autres. Donc voilà, c'est nous, on connaît bien les entrepreneurs de l'écosystème et on saura lesquels seront en capacité de passer par le scale-up, auront la maturité pour passer par le scale-up. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y avait une remarque de David Dubois. Oui, en effet, il faudrait, dans certains cas, inciter les dirigeants à oser l'export. C'est une remarque très, très juste. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous pouvez les poser dans le chat et les experts y répondront. Soit on a endormi tout le monde, soit nos prestations étaient parfaites et il n'y a aucune question, quoi. Bah, non, mais là, vous avez été très complet déjà pour absorber tout ce contenu. Je pense que c'est déjà intéressant. Alors peut-être qu'on a une question. On a une question de Francis.
comment les utilisateurs potentiels sont-ils associés pour valider ou enrichir la création de valeur? Merci, je n'ai pas bien vu utiliser les partenaires locaux. Francis voulait dire associer les utilisateurs dans le processus Scale-up Lab, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça, oui, c'est bien ça. C'est bien l'idée. Hein, Ok, donc ça c'est une question auquel je vais pouvoir également répondre moi-même. En effet, on s'est pas du tout écarté en construisant le Scale-up Lab de justement ce savoir-faire et cette force de frappe qu'a Silver Valley de mobiliser les utilisateurs potentiels et les usagers. En effet, on a mis en place plusieurs critères dans le Scale-up Lab d'évaluation qui concernent les usagers, notamment autour des critères d'acceptabilité qu'on a mis au point. Donc là, les entrepreneurs se confronteront justement à ces critères d'acceptabilité qui mettront et là les utilisateurs potentiels seront associés à cette grille, à remplir cette grille du coup des critères d'acceptabilité qu'on a mis au point. Donc voilà, il y a plusieurs choses évidemment. Il y a l'acceptabilité, on peut dire l'image de marque et en premier lieu la pertinence de la solution. Donc voilà, on a réutilisé les savoir-faire qu'on a dans les concepts crash et dans les scale-up labs. Voilà, c'est comme ça que seront impliqués par les mêmes savoir-faire. C'est la même idée. Ok. Et la deuxième partie, c'est autre chose. Hein. C'est pour passer à une échelle supérieure, effectivement, je vois pas comment faire autrement qu'avec des partenaires locaux pour des questions de logistique, de rentabilité, de productivité. Alors là, je vais peut-être laisser la parole à l'un des experts, mais je pense que ça dépend vraiment de la nature du projet. Une plateforme, par exemple, certes, aura besoin de s'entourer de partenaires locaux, mais voilà, ça dépend vraiment, je pense, de la nature et de l'organisation de l'entreprise. Ouais. Est-ce que l'un des experts veut rebondir là-dessus? C'est compliqué, la question est large. Après, oui, de toute façon, une entreprise, quand elle se conçoit, quand on regarde le parcours d'une entreprise, elle se crée sur un territoire et doit avoir un ancrage, je pense, territorial fort sur la première partie de sa vie. Et d'ailleurs, cet ancrage territorial lui permet assez souvent de mobiliser aussi des fonds locaux qui sont des fois sous-estimés. Aujourd'hui, en région, il y a des agences de développement économique local, il y a des agences de développement économique municipal. Et avec la crise, ces agences se sont vues dotées de fonds supplémentaires pour soutenir l'activité économique. Donc, si c'est ça la question, oui, pour moi, dans savoir s'entourer, il y a aussi savoir s'entourer et être bien implanté dans l'écosystème local. Ouais, je partage totalement et ça rejoint nos remarques de tout à l'heure. Si on est une start-up qui a déjà un bon ancrage local, ça permet d'atteindre on va dire ce niveau de, entre guillemets, maturité, on va dire, qui permet par la suite de pouvoir traiter avec des groupes plus importants qui sont soit à l'échelle nationale, soit à l'échelle européenne, par exemple. Mais si de base, on se lance direct à l'assaut de ces grands groupes, sans avoir déjà une base solide, en gros, c'est là où ça devient sacrément compliqué, quoi. Merci à vous deux. On va traiter les 3 dernières questions qui sont dans le chat rapidement et on va s'arrêter là parce qu'on a déjà largement dépassé le temps et je sais que le temps de nos experts est précieux, donc on va aller très vite. Je réponds tout d'abord à la question de Juliette qui nous demande si les startups, est-ce qu'on a ambition de lier des relations avec des laboratoires scientifiques. La réponse est 100% oui. Comme Nicolas vous l'a présenté tout à l'heure dans l'offre de service et un peu notre feuille de route pour les prochaines années, nous voulons construire vraiment un pôle de recherche, de science et de prospective autour des besoins liés à la longévité. Donc évidemment, ça va nous amener à lier des nouveaux liens avec d'autres parties prenantes qui n'étaient pas forcément au cœur de ce que faisait Silver Valley jusqu'à présent. Donc oui.
il va y avoir différentes parties prenantes qui vont de nouveau être qui vont être impliquées dès l'année prochaine, donc notamment des laboratoires scientifiques, en effet. Alors, la prochaine question de Yves. Beaucoup d'arguments vont dans le sens de la viabilisation du projet. Ils sont tous très pertinents, mais comment concilier 12 semaines d'investissement dans le programme Scale-up avec le développement d'une société déjà très mobilisante? Alors, Yves, encore une fois, c'est à moi de vous répondre. Vous n'êtes pas mobilisé pendant 12 semaines à temps complet. Alors, dans le processus, vous avez certes un dossier à remplir et nous, justement, on a presque surdimensionné ce temps de 12 semaines, car on sait que les entrepreneurs sont très pris. Donc là, évidemment, ce serait le remplissage du dossier, ne vous prendra pas 12 semaines. Les mises à l'épreuve ne seront pas 12 semaines. Les mises à l'épreuve, c'est seulement 5 demi-journées sur l'ensemble du processus, où là, on aura besoin que vous soyez complètement là, en effet, car ce seront des experts opérationnels, comme vous venez typiquement comme Monsieur Labo, Monsieur Gano ou François Cluzel, qui vont vous poser ils vont vous poser des cols qui vont mettre à l'épreuve votre projet en vous mettant dans des situations critiques. Donc voilà, ce ne sera pas 12 semaines où vous serez complètement investi dans le Scale-up Lab. Mais c'est justement pour ça que ce temps est long, c'est que voilà, les entrepreneurs sont très pris en effet. Le Scale-up Lab accompagne-t-il les porteurs de projets dans le montage de leur plan de financement pour leur changement d'échelle et leur relevée de fonds? Le dossier Scale-up Lab, donc le passage des Scale-up Lab, on va pas construire un deck qui vous pourront que vous présenterez à des fonds d'investissement. Néanmoins, nous avons également développé, donc en parallèle du Scale-up Lab, qui est donc quand même un dispositif inspiré du Scale-up Lab, ce que nous, on a appelé les fiches d'innovation. En fait, depuis qu'il y a eu le Scale-up Lab qui a été mis au point, on s'est rendu compte que des fonds d'investissement s'intéressaient de près à la silver economy, parce que voilà, on a cessé de le dire ce soir, mais c'est un marché très porteur. Donc, des fonds d'investissement maintenant souhaitent se positionner. Donc, c'est pour ça que nous, là, on a mis au point un système de mise en relation avec les fonds d'investissement, voilà, pour que vous ayez des débouchés concrets, mais et pour potentiellement vous aider à construire votre deck. Bien sûr, c'est pas le cœur de métier de Silver Valley de faire de construire des dossiers financiers. Néanmoins, comme on a cette demande-là, évidemment, on est en train de construire encore une fois des actions opérationnelles, parce que nous, à chaque fois chez Silver Valley, voilà, on est dans l'opérationnel pour justement que ces mises en relation entre les fonds d'investissement et les startups de Silver Valley aient des débouchés. Donc, on a une dernière, je regarde encore les dernières questions qu'on peut avoir. On a une dernière question. Vous avez insisté sur l'importance de la phase de test expérimentation. Avez-vous des conseils à donner pour accéder à un panel de seniors ou pour créer un panel de seniors? Émilie, c'est vrai que nous, chez Silver Valley, c'était un travail que nous, on a construit depuis le début, qui a été construit donc, depuis la création du cluster, donc il y a près de 10 ans. Donc, en effet, nous, on a construit un panel. On ne peut pas dire un panel de seniors. Nous, c'est plutôt une communauté bénévole qui participe à nos actions. Comment concrètement en créer un panel? Vous pouvez tout d'abord passer par les actions de Silver Valley, donc en vous inscrivant à des concept crash, où là, vous aurez accès à justement notre communauté de seniors. Donc je vois que certains sont connectés d'ailleurs dans la room, et eux, ils vont faire des retours sur votre projet. Donc ça, c'est les concept crash. Quand vous serez dans des niveaux plus avancés de maturité, on a ensuite un dispositif qui est plus proche du Living Lab, où là, c'est une étude en profondeur donc des usages. Là, peut-être, Monsieur Labo, vous pouvez peut-être compléter un petit peu, car également, là, c'est une démarche qui est parallèle à l'expérimentation. C'était des situations un peu particulières, parce qu'en fait, moi, c'était plutôt des seniors en établissement, donc que ce soit en résidence autonomie ou
ou plus précisément en EHPAD. Donc, c'est un public qui est un peu particulier. Donc, en fait, ça va dépendre des produits et des services. Mais c'est sûr que potentiellement des tests avec des gestionnaires d'établissement sont envisagés et envisageables. Et puis après, parfois, c'est aussi se rapprocher des CCAS, des communes, des associations, pour avoir accès, entre guillemets, à votre cible, en fait, tout simplement. Donc ça va dépendre de la maturité du produit, du service. Voilà, ça va dépendre de votre produit aussi. Donc c'est assez variable. Mais en gros, on peut toucher facilement des gens via des assos, via les CCAS, ou sinon dans un but d'expérimenter avec un acteur privé. Je pense par exemple aux seigneuriales qui ont un panel d'utilisateurs. Donc potentiellement travailler avec eux vous donnerez accès à ce panel-là, mais tout comme à G2R aussi. Donc voilà, après ce sera du cas par cas. Merci beaucoup. Je pense qu'on va pouvoir conclure. Merci beaucoup à nos intervenants, Monsieur Romain Gano, Monsieur Paul Labo, Monsieur François Cluzel et bien sûr Monsieur Pierre-Manuel Berceget qui était là. J'espère qu'on a pu vous apporter donc des réponses, des éléments tangibles pour pouvoir poursuivre votre projet. Ce que je retiens vraiment ce soir, c'est des éléments qui sont sortis de ces échanges. C'est lorsqu'on veut vraiment développer un projet à grande échelle, s'entourer tout d'abord. Ça, c'est la qualité du recrutement et la qualité donc de l'équipe qui porte le projet. Donc ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est apparu comme indispensable au développement du projet. Et cette remarque de Monsieur Labo sur la différence en temporalité entre les grands groupes et les startups, en effet, c'était extrêmement important à souligner. C'est des problématiques également qu'on retrouve et qui limitent un peu parfois les réussites, notamment en entrepreneuriat. Donc des grands groupes, beaucoup de grands groupes ont développé des entrepreneuriats au sein de leur entité comme une business unit à part. Et voilà, les startups peinent parfois à se développer également parce qu'il y a ces grandes différences de temporalité, ces différences d'indicateurs entre des startups qui sont plus dans des phases exploratoires, parfois au début de leur projet, et ces grands groupes qui sont vraiment dans l'exploitation. Donc voilà, nous, on veut justement avec Survalley, du coup, développer, appuyer ces relations pour qu'elles soient saines et durables entre les grands groupes. Voilà, je pense, comment on pouvait conclure. N'hésitez pas, Marion a remis dans le chat pour le lien pour échanger ses contacts, parce qu'évidemment, cette soirée-là, normalement, c'est une soirée de networking également, en plus d'apporter du contenu expert. Malheureusement, bon, là, ce soir, on a fait de notre mieux. Marion a fait un travail incroyable pour qu'on puisse quand même, cette soirée soit réussie, donc je pense qu'elle l'est. Donc voilà, n'hésitez pas à aller remplir et échanger dans vos contacts dans le lien que Marion vient de donner. Merci à vous, merci aux experts et je vous souhaite une excellente soirée. Merci à Titouan et Lucille pour l'animation de cette table ronde. Merci pour cette table ronde et son organisation. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous. Bonne soirée.
Je crois que c'est bon. Ouais, j'ai supprimé les derniers, ils partaient pas. Et bah, franchement, bravo, c'était nickel. Nickel. Ouais, c'était vraiment super. Ah, il faut qu'on coupe l'enregistrement. C'est exactement ce que j'étais